Alors, je vais vous proposer une petite introduction du sujet avant de passer la parole à nos 3 intervenants que je vais présenter après, qu'on a invités ce soir. Alors, héberger, habiter autrement. Héberger chez soi, donc c'est un peu redondant comme titre, mais c'était bien pour insister sur cette particularité de l'hébergement touristique, l'hébergement saisonnier, l'hébergement meublé. Héberger chez soi, c'est donner un logement provisoire à quelqu'un, l'accueillir provisoirement. Et cette thématique, elle importe parce qu'elle soulève des thématiques et des particularités dans notre département. On va donner un lieu de vie. Habituellement, l'habitat, on entend par habitat le lieu de vie qu'on va travailler pour soi, qu'on va construire, préparer avec un architecte. On va construire un programme, des usages qui sont destinés à notre propre usage. Et ici, dans cette thématique, on va proposer ce travail, mais pour les autres. Donc, c'est ce caractère particulier qu'il est intéressant de souligner. Alors, petite rétrospective, c'est un grand mot, des notions de héberger chez soi, avec une première image de paysage, pour démarrer, avec cette particularité que c'est le paysage avec ses caractéristiques, c'est son identité, son caractère, qui va être à l'origine des premiers besoins en hébergement touristique. Donc ici, les dunes plantées de pins, on va, dès le milieu du XVIIIe siècle, pour des raisons hygiénistes, encourager les habitants des villes à se rendre sur le littoral pour bénéficier voilà, de tous les bienfaits que peuvent procurer nos paysages. Ici, avec cette notion de prendre les eaux douces, les eaux ferrugineuses de Préfaille, avec leurs particularités curatives. Les eaux de mer, avec les bains de mer sur la côte. Et toutes ces pratiques, venir respirer les embruns, se confronter à un paysage naturel, sont issues du paysage et vont petit à petit provoquer un besoin d'hébergement qui n'était pas du tout à l'origine prévu. Donc les premiers hébergements, on va les trouver chez l'habitant. Les habitants locaux vont se rendre compte de ce besoin grandissant et pour diverses raisons financières, mais aussi devant l'engouement et le développement de l'attraction du littoral. Les premiers hébergements, les habitants, alors on voit ici une pension de famille, on voit que c'est un habitat local qui à l'origine n'est pas fait pour accueillir du monde. Donc ça va être très saisonnier. La saison des bains, les propriétaires vont se replier dans leur cellier sur la paille et vont louer tous les lits à disposition dans leur pension de famille, dans leur maison. Alors petit à petit, évidemment, avec l'essor du tourisme, ces pensions de famille vont grossir et vont revêtir un caractère plus professionnel. Et on va perdre cette notion d'héberger et de mettre à disposition un bien privé pour le bénéfice de villégiateurs. Ce n'est que plus tard qu'on va retrouver un deuxième essor pour cette notion d'héberger chez soi, avec en 1951 la création du premier gîte rural sur l'idée d'un sénateur qui va avoir pour objectif de proposer aux urbains qui sont partis des campagnes, qui ont vidé les campagnes, de revenir profiter des bienfaits de la campagne cette fois. Donc l'idée est de valoriser le patrimoine qui a été déserté et dont la désertification des campagnes risque de faire glisser ces régions avec des bâtis qui vont péricliter, des infrastructures qui vont péricliter. Donc l'idée avec le développement des gîtes et puis la création des gîtes de France qui vont officialiser un peu ce développement de l'hébergement rural dans les années 60-70, c'est de pouvoir valoriser ces territoires et y faire revenir les urbains qui vont rechercher de quitter leur cadre de vie du quotidien. C'est vraiment le grand enjeu qu'on va toujours retrouver dans cette dimension de l'aménagement de l'hébergement. Qu'est-ce qu'on propose d'autre que le cadre quotidien, notamment des villes, et c'est ce qu'on va continuer à rechercher aujourd'hui dans ces bâtis qui sont issus de ces premiers gîtes et qui n'ont fait que progresser.
On retrouve donc toujours cette notion de gîte rural. La proposition, l'offre va énormément se diversifier. Ici, on est dans un gîte des chambres d'hôtes à Ancenis, en plein milieu de la ville, où on peut proposer aussi, au-delà de la chambre d'hôtes, des ateliers, différentes activités qui sont recherchées par les villégiateurs d'aujourd'hui. On va aussi avoir un besoin tel que un certain nombre de propositions sont sur du neuf. Ici, sont les chambres d'hôtes, un projet à Pornic où le bâti a été créé pour ce projet, donc dans du neuf. Alors aujourd'hui, cette offre, elle se diversifie à tel point que lorsqu'on cherche une idée pour son prochain voyage, on peut être un peu perdu dans la jungle de ces propositions qui sont à la fois professionnelles, mais pas que. Chacun peut s'improviser hébergeur. Chacun d'entre nous, on a déjà été confronté à cette recherche. Quels vont être nos critères le but du jeu, ça va être de trouver un hébergement qui va correspondre. Et donc, pour les hébergeurs, de pouvoir coller aux attentes des vacanciers et des visiteurs d'aujourd'hui. Ça pose aussi toutes les questions qu'on peut identifier par rapport à l'habitat, aux besoins d'habitat, au coût de l'habitat, qui fait qu'on se pose la question de valoriser autrement en tant que propriétaire son bien, son habitat, et qu'on a envie d'héberger chez soi pour valoriser un bien, parce qu'on a de la place, parce qu'on a envie de l'entretenir, et parce qu'on a envie d'offrir quelque chose à des visiteurs. Donc c'est ce qu'on va développer, créer un hébergement touristique. Ce sont des enjeux qui sont vraiment liés à un lieu. C'est avant tout participer à un projet collectif. On est ici dans Loire-Atlantique. On a la chance d'avoir des paysages d'une grande variété, d'une grande diversité, avec des identités très fortes, que ce soit le bocage, la vigne, le littoral. Tous ces paysages, on va, en tant que visiteur, vouloir retrouver dans l'hébergement qu'on va choisir un projet qui correspond à ce qu'on est venu chercher. Donc, l'idée de participer à un projet collectif, c'est aussi, en tant que propriétaire, de s'inscrire dans un paysage, dans un socle géographique, dans des caractéristiques, pour que à la fois notre projet soit cohérent, mais que à la fois les visiteurs se retrouvent dans ce qu'ils sont venus chercher, dans toutes ces caractéristiques. Ici, le canal de Nantes à Brest, et encore Nantes, puisque les grandes villes ne sont pas en reste dans tous ces besoins d'hébergement saisonniers. Créer un hébergement touristique, c'est aussi prolonger au profit de tous un patrimoine architectural et paysager avec des caractéristiques patrimoniales, des caractéristiques de jardin. On va donner un habitat privé à voir, à vivre, à habiter. Donc au profit de tous, en tant qu'hébergeur, on va pouvoir partager souvent ce qui nous tient à cœur dans un hébergement, ses caractéristiques. On voit ici que ça peut aller de la maison de bourg à la chaumière, en passant par la maison de pêcheur ou le moulin, avec tous les détails que ces architectures peuvent proposer. Ces détails-là, ils comptent beaucoup dans le projet, et la connaissance de son patrimoine, de son bâti en tant que propriétaire, quand on va porter son projet, va être un atout très important dans la cohérence de ce qu'on va construire et offrir. De même, le contexte et la façon dont on va donner à voir, donner à habiter ce lieu qu'on propose à l'hébergement touristique. C'est aussi créer une habitation particulière. Évidemment, le programme va être différent. On est là pour être en vacances, se reposer, couper avec notre environnement habituel. On est là pour aussi choisir un lieu exceptionnel qu'on n'aurait pas l'occasion d'habiter dans un autre contexte. Donc on s'attend à avoir un lien particulier avec le bâti, entre l'intérieur et l'extérieur, le lien aussi avec des différentes ambiances, ces ambiances intérieures qui doivent être appropriables par tous, qui doivent correspondre à ce qu'on attend quand on vient ici à Clisson, dans cette chambre, avec cette ambiance. On n'a pas la même attente qu'on va venir ici à Abaret. On attend aussi de l'espace, de sortir de son contexte. On a peut-être des habitats qui sont de plus en plus petits, où on habite la densité dans notre quotidien. Donc on a envie de trouver certaines ambiances avec toutes ces particularités que peuvent offrir l'hébergement touristique. Et enfin, c'est créer une activité.
Une activité, c'est aussi un projet qui va se construire, pour lequel il va nécessiter de s'entourer. C'est créer une activité, même si pour certains au début, on se dit que c'est simplement un complément de revenus. Ce genre de projet nécessite de construire un projet, et avec cette notion aussi de travailler sur le bâti et de travailler sur la pérennité de son projet. Des propositions qui vont se faire sans construction risquent dans le temps de ne pas perdurer, de ne pas remplir toutes les attentes qui vont être nécessaires, les exigences que les visiteurs peuvent avoir aujourd'hui. Donc ici, par exemple, un projet avec un jardin en permaculture, avec un ensemble de partenaires locaux, une inscription dans une dynamique locale va permettre aussi cette notion de pérennité et de durabilité de l'offre d'hébergement. Alors, ces grandes notions, vous avez pu trouver à l'entrée ce petit guide, qui est une réédition d'un guide qu'on avait déjà édité en 2011 au CAIE, et qui était issu du travail qu'on mène auprès des porteurs de projets pour les accompagner sur la conception de leur hébergement touristique, pour ces notions avec des recommandations architecturales et paysagères, donc dans ces domaines de l'architecture et du paysage. Donc c'est un outil, on était heureux d'avoir du monde ici ce soir pour pouvoir vous diffuser ce petit guide. Il est aussi disponible en téléchargement, et c'est un support qu'on espère, s'il y a des porteurs de projets dans la salle, pourront vous accompagner dans votre projet. Alors, je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants qu'on a invités ce soir et que je remercie d'être venus. Tout d'abord, Claire Poitvin, qui est chargée de développement tourisme ici à la SPL Tourisme Loire-Atlantique Développement, qui va nous présenter les tendances et puis quelques chiffres clés du tourisme en Loire-Atlantique. Et puis ensuite, 2 projets qui vont être présentés par leur architecte. Donc le gîte 1+1 = 1 à Guérande par Mathieu Bernard, de l'atelier Labo à Guérande. Et puis à la fin, sur le temps des questions, qui sera rejoint par Madame De Viry, qui est propriétaire de ce gîte et qui pourra répondre aussi à vos questions. Et enfin, le gîte Domaine de l'avenir, qui sera présenté par Golven Le Potier, de l'agence GPL Architecte à Savenay. Donc voilà, comme je viens de le dire, on aura un petit temps de questions possibles à la fin de ces interventions. Et voilà, je vais passer la parole à Claire. Bonjour à toutes et tous, je suis Claire Poitvin, chargée de développement touristique à Loire-Atlantique Développement. J'accompagne les porteurs de projets à la création de gîtes et chambres d'hôtes. Et donc, pour débuter mes propos, je vais commencer par une petite question. Est-ce que parmi vous, vous faites la différence entre un gîte et une chambre d'hôte ? Oui, vous faites la différence. Alors, on va débuter par les définitions qui représentent les meublés de tourisme, plus communément appelés gîtes, appartements, location saisonnière, location de vacances. Donc, dans la définition du Code du tourisme, un meublé de tourisme, c'est une villa, un appartement, une maison, un studio à l'usage exclusif du locataire pour une clientèle de passage et qui effectue soit un séjour à la nuitée, à la semaine ou au mois, mais qui n'y élit pas domicile. Alors, le meublé de tourisme, ils peuvent être proposés à la location de plusieurs manières. Ils peuvent prétendre à un classement sous forme d'étoiles, de 1 à 5 étoiles. C'est un classement administratif national. C'est une démarche volontaire et il y a tout un référentiel de classement qui permet de déterminer le classement sous les étoiles en fonction des équipements que vous allez proposer dans votre meublé de tourisme. Un meublé de tourisme peut également être labellisé, donc on en parlait tout à l'heure, mais il peut être labellisé avec plusieurs labels. On a Gîtes de France, Clé Vacances, Fleurs de Soleil, on en a beaucoup. C'est une démarche volontaire également, et pour cela, ce qui est intéressant pour un porteur de projet qui souhaite créer un meublé de tourisme, c'est de les rencontrer et de voir quelles sont leurs conditions d'adhésion, de promotion, et de voir quelles sont les valeurs qui vous touchent pour se rapprocher de ces différents labels.
Et puis, il y a la possibilité pour les meublés de tourisme de cumuler les deux, donc d'être à la fois classés et labellisés, ou tout simplement n'avoir ni classement ni labellisation. À noter quand même que les meublés de tourisme doivent être déclarés en mairie obligatoirement. On poursuit avec la chambre d'hôte. Donc, la chambre d'hôte, c'est une formule d'accueil chez le propriétaire. C'est un accueil chez l'habitant, soit dans la même maison ou soit dans un bâtiment attenant. La prestation comprend la fourniture groupée d'une nuit et d'un petit déjeuner. Le nombre maximal réglementaire pour les chambres d'hôtes, c'est 5 chambres maximum pour accueillir un maximum de personnes, de 15 personnes. Au-delà de ces 15 personnes, que ce soit pour un gîte ou une chambre d'hôte, on passe sous un format d'ERP, d'établissement recevant du public, et on rentre dans des contraintes un peu plus importantes en termes d'accessibilité, de sécurité et autres. Le propriétaire d'une chambre d'hôte peut lui aussi proposer une table d'hôte pour les personnes qui l'hébergent directement chez lui. Alors, les chambres d'hôtes, elles, ne peuvent pas prétendre à un classement administratif en étoile. Il n'en existe pas. Mais elles peuvent cependant, en démarche volontaire, s'associer à un label, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et la déclaration en mairie est également obligatoire pour déclarer sa chambre d'hôte. Alors, avant de poursuivre, je vais vous faire un rapide tour d'horizon des différentes tendances de voyage et de vacances actuelles et à venir des Français pour les hébergements touristiques. Et pour ça, j'ai étudié différentes enquêtes et études réalisées dernièrement. Donc, je pense notamment à l'étude de prédilection de Booking, qui chaque année sort son étude de prédilection sur les voyages. L'étude Airbnb, il y a également une étude qui a été menée par Abritel, menée auprès de 1000 familles françaises sur le territoire. Et puis, une dernière étude plus récente d'ADN Tourisme, qui est la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme et qui a réalisé une étude sur les aspirations des Français en matière de vacances pour l'année à venir. Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte de l'activité des gîtes et des chambres d'hôtes, il faut savoir que cette activité, elle a connu un essor assez important ces dernières années. Il faut dire que l'activité des locations, des gîtes et des chambres d'hôtes, elle a le vent en poupe. Et ça va pas s'arrêter, en tout cas d'après ce que j'ai lu, sur les prochaines années. Paradoxalement, c'est la crise sanitaire qui est à l'origine de cet engouement. Et donc, le succès pour ce mode d'hébergement repose sur différentes aspirations, notamment l'accueil et l'authenticité. C'est une tendance que j'ai lue sur le fait de vivre comme un local. Aujourd'hui, il y a 69% des Français qui ont répondu vouloir vivre comme un local. Donc, selon la dernière étude des aspirations des Français en matière de vacances, qui est sortie en janvier 2022, il faut savoir que les gîtes et les chambres d'hôtes répondent parfaitement à cette tendance, puisque il y a un contact fréquent, voire permanent, en tout cas pour les chambres d'hôtes, avec les propriétaires. Et ce sont aussi des valeurs fortes que proposent les propriétaires de ce type d'établissement. L'accueil, l'authenticité, les échanges, le partage d'expériences, c'est vraiment ce que les propriétaires souhaitent transmettre quand ils accueillent dans une chambre d'hôte ou un gîte chez eux. À noter, notamment, j'ai lu dans une dernière étude, notamment sur Gîtes de France, qui a connu une année record en 2021, puisqu'ils ont obtenu un taux de fréquentation moyen annuel des Gîtes de France à 58%. Donc, c'est plus 8 points qu'en 2019. Donc, c'est vraiment là où il y a vraiment un essor important de ce type d'activité. Une deuxième tendance qui ressort et qui est ressortie sur l'ensemble des études, c'est le bien-être et la déconnexion.
Selon la dernière étude Booking de prédilection, comme je vous disais, 79% des Français interrogés affirment que les voyages et les vacances contribuent davantage à leur santé mentale et émotionnelle que d'autres formes de repos et de détente. Bon, il faut savoir qu'après ces 2 dernières années, je pense que c'est quand même vraiment une attente très forte des Français à vouloir se déconnecter de son quotidien. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais tout ce qui va concerner les critères de choix favorisant la réservation se rapproche des critères de bien-être. On voit ici notamment le spa, la piscine. Ce sont 2 critères importants qui favorisent les réservations pour ce type d'hébergement. La quête de nature et de grands espaces, eh bien oui, c'est une tendance qui a été très marquée, notamment post-confinement, qui a donné un réel engouement, en tout cas, des Français à chercher la nature, les grands espaces, le milieu rural, et vraiment à vouloir se déconnecter de son quotidien. La recherche, en tout cas, du confort, du bien-être et surtout le retour à la nature va s'intensifier, hein, en tout cas d'après la dernière étude ADN Tourisme. Les Français vont privilégier en tout cas des hébergements confortables et privatifs au cœur d'environnements reposants pour pouvoir se ressourcer et se retrouver avec sa famille et ses amis. On en parlait à l'instant, le confort et les équipements. Il faut savoir qu'il y a une montée en gamme de l'offre et surtout des attentes des consommateurs qui évoluent au profit des hébergements de qualité supérieure. Les propriétaires du coup, de gîtes et de chambres d'hôtes sont contraints à consentir à des investissements supérieurs pour répondre à cette demande. On parle de jardins privatifs, de piscines, de spas, des équipements multimédia et tout autre équipement qui vont permettre pour un gîte ou une chambre d'hôte de se différencier de la concurrence. Et donc, selon la dernière étude Abritel, parmi les équipements dont rêvent le plus des Français, 57% le critère de la piscine ressort, et puis à 35% des recherches pour le critère privilégié pour la piscine. À noter une petite aparté, ici je vous ai indiqué, il y a un nouveau référentiel de classement qui est disponible depuis le 1er février 2022. En fait, c'est un référentiel national qui a été remis au goût du jour parce qu'il y avait 10 ans, 10 ans qui s'étaient passés. Et donc, ça a permis de faire évoluer ce référentiel en apportant des équipements et des services qui répondaient davantage aux clientèles. Et donc, ce référentiel, il s'est modernisé. On parle aussi de verdissement, puisque l'aspect développement durable, c'est vraiment ancré dans ce nouveau référentiel. Et donc, ce qui permet notamment d'avoir une montée, de favoriser la montée en qualité de l'offre des hébergements au niveau national. Les retrouvailles et la convivialité, alors tout comme le bien-être, c'est vraiment au cœur, on va dire, des préoccupations des Français de se retrouver pendant les vacances, en famille, entre amis. 88% affirment apprécier plus encore qu'avant ces moments passés en famille, surtout après les 2 dernières années qu'on a vécues avec le contexte sanitaire. Et donc, voilà, il y a une réelle importance en tout cas de renouer du lien, des contacts suite à tout le contexte qu'on a pu vivre dernièrement et qu'on vit encore. Ce qu'on vient de dire, c'est la sécurité sanitaire et du coup qui est quand même dans la tendance, c'est-à-dire que même si cette tendance, elle est toujours d'actualité, même si c'est un réflexe qu'on a de porter notre masque ou c'est ancré dans nos habitudes, et même si le 14 mars, on nous demande d'enlever notre masque, il faut quand même s'assurer que le touriste et le voyageur se sentent en sécurité dans votre hébergement. Ils apportent d'ailleurs une attention particulière à 39% d'entre eux à ce que l'hébergement soit bien sécuritaire d'un point de vue sanitaire. Voilà, bien rassurer les clients à ce sujet, c'est toujours dans la préoccupation d'après le dernier baromètre d'Interface Tourism Insight.
Voyager plus responsable, oui. Et il y a une conscience écologique, environnementale plus forte, et on le voit notamment, puisque les Français aspirent à voyager de manière plus responsable à 70% selon la dernière étude ADN Tourisme. J'en profite notamment pour vous présenter un petit guide hébergeur touristique qui a été réalisé par l'ADEME, donc l'Agence de développement environnemental, et qui donne vraiment un guide complet de fiches actions concrètes et très pratiques pour développer le tourisme durable au sein de son établissement. Et donc, on aborde différents sujets dans ces fiches actions, que ce soit les économies d'énergie, la gestion de l'eau, les déchets, les achats responsables. Ce guide, il est en consultation à l'accueil et vous pouvez vous le télécharger directement en ligne également. Une tendance également, le télétravel. Alors, rêve ou réalité, ce qu'on entend par télétravel, c'est de travailler sur son lieu de vacances. Alors là, pour le coup, j'ai vu des études un peu contraires à ce sujet. Donc, ce sont que des tendances qui sont présentées, mais selon l'enquête Booking, 71% des Français se disent plus attachés à séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et contrairement à ça, dans la dernière étude des aspirations des Français, il serait à 74% des Français à pouvoir adopter cette pratique s'ils en avaient la possibilité. Alors oui, le télétravail est bien rentré dans nos maisons, en tout cas depuis ces dernières années, donc c'est à prendre en considération. Ça s'est vraiment accéléré dans les modes de travail d'aujourd'hui. Et en général, moi, ce que je recommande fortement pour les porteurs de projets de gîtes et de chambres d'hôtes, c'est même si vous accueillez énormément votre cible principale, ce sont les familles, eh ben, n'oubliez pas d'y associer un petit espace dédié pour les télétravailleurs, un petit bureau, une petite chaise d'occasion et surtout une bonne connexion Wi-Fi parce que cette tendance pourrait être amenée à se développer dans les mois à venir. On verra en tout cas sur les résultats de ces prédictions qui sont proposées si c'est vraiment un rêve ou une réalité. Pour terminer sur la dernière tendance que j'ai lue dans de nombreuses études, c'est cette tendance des séjours rallongés. Et donc, la question du temps, elle est cruciale, en tout cas pour les séjours des Français, puisque, en général, le temps de vacances dédié dans une location saisonnière pour un Français est de 1 semaine. Et là, il viserait à 2 à 3 semaines minimum. Alors, ce sont des tendances, à voir si elles se confirment à l'avenir. Mais en tout cas, on a ce côté slow tourisme qui apparaît, c'est-à-dire le fait de prendre le temps, de pouvoir se déconnecter de son quotidien et d'être vraiment dans la déconnexion avec son quotidien, en effet. Alors, je vous ai balayé les différentes tendances que j'ai pu lire dernièrement dans les études et enquêtes. Maintenant, on va pouvoir échanger en tout cas sur... je vais vous présenter les données, les chiffres clés de l'activité des gîtes et chambres d'hôtes en Loire-Atlantique. Alors, il faut savoir quand même qu'avant toute chose, pour nous, il nous est difficile d'obtenir des données et des statistiques sur l'activité des gîtes et chambres d'hôtes. Pourquoi ? Parce que contrairement à des hôtels ou des campings qui sont régis sous des fédérations, sous des réseaux, ce sont des entreprises qui partagent leurs données avec leurs fédérations. Les gîtes et les chambres d'hôtes sont portés la plupart du temps par des particuliers et où il n'y a pas forcément de fédération. Donc du coup, pour réussir à récolter de la donnée, c'est parfois compliqué. Donc là, moi, je vais vous parler des données, mais elles ne sont pas exhaustives. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver avec les différentes plateformes auxquelles on a accès. Aujourd'hui, on a à peu près 375 chambres d'hôtes qui sont recensées sur notre système d'information touristique, donc en Loire-Atlantique, et on a 1685 meublés classés, donc via le biais de la plateforme nationale, qui sont sur le département. Aujourd'hui, les gîtes et les chambres d'hôtes, ça représente les 3/4 de notre offre d'hébergement marchand. Donc c'est quand même l'hébergement
qui est très important en tout cas sur notre territoire, mais ça représente seulement moins de 10% de l'offre en nombre de lits. Bah oui, parce que si vous voulez, on a un littoral qui est très attractif et qui notamment a un nombre de campings et d'hôtels assez conséquent. Et donc forcément, ils ont une capacité en termes de lits touristiques qui est très importante. Et donc voilà, ce qui fait que l'activité des gîtes et chambres d'hôtes ne représente que moins de 10% par rapport à leur offre de lits touristiques. Ici, on a recensé, selon la plateforme nationale de classement des meublés, les différents meublés et on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, la destination Loire-Atlantique, c'est une destination qui a un bon rapport qualité-prix, en tout cas sur l'offre d'hébergement des meublés, puisqu'elle se situe en grande partie avec un classement situé entre 2 et 3 étoiles. Assez peu d'offres finalement sur du 4 ou 5 étoiles. Je poursuis. Alors, il faut savoir qu'on a accès à une application qui s'appelle Liwango. C'est un baromètre d'activité sur les hébergements qui sont implantés sur les plateformes Airbnb, Abritel, HomeAway, HomeHolidays. Et on peut avoir ces données, nous, en temps réel, sur toute l'année, sous forme de tableau de bord. Et ça nous permet de voir un petit peu la fréquentation, le chiffre d'affaires sur toutes ces plateformes. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 16 000 offres sur le territoire de la Loire-Atlantique qui sont recensées sur ces différentes plateformes en 2021. La plupart de ces offres à retenir, elles sont situées sur Nantes et le littoral, avec en grande partie sur la Baule. Il y a une forte proportion, alors vous ne voyez pas très bien, mais je vais essayer de vous l'exprimer. Aujourd'hui, dans toutes ces offres qui sont présentées sur les plateformes, il y a une forte proportion des logements entiers par rapport aux chambres privées. Mais ça, c'est assez cohérent avec l'ensemble des porteurs de projets que je rencontre, puisqu'il y a une tendance supérieure à développer ou à créer une activité de gîte plutôt que de chambre d'hôte. Et c'est assez cohérent, en tout cas dans les schémas présentés. Ensuite, il faut savoir que les types de logements qui sont proposés sur ces plateformes, c'est à 45%, 41% des appartements et des maisons, mais c'est assez cohérent avec le territoire. On est aussi sur un territoire qui propose des petites capacités de logement. La plupart des offres qui sont présentées sur les plateformes représentent une chambre ou 2 chambres en grande majorité et en capacité de lit entre 1 et 3 lits et 4 et 6 lits. Donc on est sur des petits logements. Mais c'est probablement dû à la réglementation, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'au-delà de 15 personnes, on rentre dans des réglementations de RP est un peu plus contraignante pour un porteur de projet qui souhaite se lancer dans un projet de gîte de groupe notamment. On poursuit notamment avec la fréquentation. Il y a 1,3 million de nuits qui ont été réservées en 2021 avec une durée moyenne de séjour de 3,3 jours, donc des courts séjours. Et dans ces 4,3 jours, un quart des séjours se portent sur une nuitée. Donc on est vraiment sur une destination court séjour. Une antériorité de réservation moyenne de 45 jours, donc c'est plutôt dans la réservation de dernière minute, puisqu'on est à peine 1 mois et demi, et un taux d'occupation moyen de 46% à l'année, avec un pic à 73% en août. On est bien sur la destination Loire-Atlantique 2021, donc ça... Voilà, il faut prendre du recul avec toutes ces offres, parce qu'il faut savoir que dans les plateformes de type Airbnb, Abritel ou autres, on a des particuliers qui sont là pour mettre leur chambre parce qu'ils ont envie d'avoir de la compagnie et pouvoir échanger avec des touristes de passage. Et puis, il y a aussi des professionnels qui sont là pour remplir leur établissement, soit des gîtes professionnels ou alors tout simplement des hôtels qui mettent leur chambre aussi sur cette plateforme. Donc, il faut vraiment tempérer les chiffres qui sont partagés, en tout cas, dans ce baromètre.
On poursuit sur le prix moyen des nuits et le prix médian. Donc aujourd'hui, on est sur un prix moyen de 96 € et un prix médian à 70 €. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une offre avec un bon rapport qualité-prix. Donc c'est assez cohérent avec la destination. Et sur le provenance des clientèles, eh bien, c'est assez cohérent également avec nos chiffres, puisque 9 touristes sur 10 en Loire-Atlantique donc, sont des Français. Et ces Français viennent principalement de l'Île-de-France, donc la clientèle parisienne. Et en grande partie, c'est une clientèle locale. Une clientèle locale des Pays de la Loire, de la Bretagne et du Grand Ouest. Donc on est vraiment sur une clientèle française, plutôt locale, entre 1 heure à 2 heures de voiture du logement. Et sur la clientèle étrangère, on est en Loire-Atlantique à 1 touriste sur 10 est étranger. Et c'est assez cohérent avec les chiffres qui ressortent de ce baromètre, puisque on retrouve ces mêmes clientèles, les Allemands, les Belges, les Anglais, les Néerlandais également. Alors, je suis assez étonnée sur les États-Unis, mais je suppose qu'il y a dû y avoir l'année dernière un colloque ou un grand séminaire qui a permis d'accueillir des Américains. Mais voilà, en tout cas, c'est cohérent dans les clientèles qui sont proposées sur ces plateformes et ce que nous, on peut avoir dans notre service d'observation. Pour terminer, je voulais vous parler de l'accompagnement qu'on propose, nous, aux porteurs de projets d'hébergement touristique. On accompagne à peu près 100 porteurs de projets à l'année, donc par an. On les accompagne de différentes façons, que vous soyez en création ou en reprise ou en développement. Le projet touristique, de toute façon, il implique de bien connaître son environnement, bien connaître son marché, bien connaître les tendances. Et donc, on a plusieurs accompagnements. Un accompagnement par des rendez-vous conseils personnalisés, comme le CAUE, avec le rendez-vous au conseil au particulier. C'est toute l'année, c'est avec moi, par téléphone, en visio ou sur site. Ça dure 1 heure ou 2, c'est gratuit. On a aussi des formations et webinaires pour développer son activité et des rencontres de réseaux professionnels. Et puis, on a une formation qui est beaucoup plus poussée pour les porteurs de projets de gîtes et de chambres d'hôtes qui souhaitent s'implanter en Loire-Atlantique. C'est un module de formation que l'on organise 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Alors, c'est un module qui existe depuis 2003. On a accompagné à peu près 400 porteurs de projets depuis le début du module. Alors, il se décompose de la manière suivante. Il y a 2 rendez-vous conseils individuels personnalisés, un avec moi sur le tourisme et un autre avec un juriste fiscaliste spécialisé en la matière des gîtes et des chambres d'hôtes, parce que c'est bien une réglementation juridique très spécifique. Il y a 4 journées collectives chez des propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes en Loire-Atlantique, et ce qui permet aussi de faire intervenir des experts de qualité, notamment sur différentes thématiques, notamment le web marketing, la mise en marché, la commercialisation de son offre, la rentabilité. On a une journée dédiée avec le CAUE pour la partie architecture et paysage et sur la rénovation énergétique. Et ça, c'est pour l'objectif en fait de ce module, c'est pour vraiment vous apporter des informations pratiques et utiles. Ça va aussi nourrir votre réflexion et déclencher aussi des prises de décision. Il y a certains porteurs de projets qui sont arrivés dans le module et qui nous disent « je voudrais ouvrir un gîte » et à la fin du module, ils se disent « bon bah finalement, ça sera une chambre d'hôte » ou alors d'autres qui voulaient être en reconversion professionnelle, ouvrir une chambre d'hôte et finalement se disent bah, en fait, c'est pas fait pour moi. Donc, je fais demi-tour et puis je vais changer de projet. Voilà, c'est intéressant en tout cas. Ce module de formation, ça permet aussi d'être à la rencontre d'autres porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur le territoire avec un partage d'expérience et puis également d'être en lien avec des propriétaires qui ont suivi le module et qui nous accueillent pendant ces 4 journées dédiées à cela. Alors, ici, il y a la vidéo témoignage. On ne va pas la passer parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais vous pourrez la consulter plus tard. C'est le témoignage de Florence et Frédéric, qui sont propriétaires du gîte au Pôle Nord, à Nord-sur-Erdre, et qui ont fait le module et qui partagent leur témoignage donc, sur ce module. Et puis, si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez avoir le programme du prochain module, il est disponible à l'accueil. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Merci Claire. Bonjour à tous.
il va falloir opérer un certain saut d'échelle après toutes ces données intéressantes de Loire-Atlantique Développement, parce qu'on va rentrer dans un projet qui est contextualisé, qui est quelque part pour quelqu'un et à un moment donné. Hop. Alors, petite particularité, j'ai toujours appelé ce projet 1 + 1 = 1. Les gîtes s'appellent en réalité les gîtes de bois brûlés, si vous voulez les retrouver sur Internet, pour faire écho à la matière que vous voyez à droite sur la partie neuve. On est heureux de présenter dans le cadre de cette conférence Habiter autrement notre projet, parce que c'était une commande un peu particulière. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé l'agence à Guérande. C'est un projet, ça fait partie des premières opérations de l'agence. Les premières rencontres datent de 2013 et on a livré vraiment fin 2016, début 2017. Donc c'est un projet qui a pris du temps. Si j'ai un conseil en préambule à donner aux porteurs de projet, c'est prenez votre temps, acceptez de perdre du temps pour en gagner pour plus tard, puis gagner parfois de l'argent aussi, mais perdez votre temps à le prendre correctement. Cette épaisseur-là, elle va avoir du sens pour votre projet. Ça va libérer aussi l'architecte. Ne prenez pas en calcul simplement la rentabilité sur les temps stricts des instructions de permis de construire, parce que tout ne se passera pas comme vous avez prévu les choses. Ça, c'est le préambule de départ. Voilà. Une fois que vous avez une relation apaisée avec un architecte ou votre client, vous pourrez construire un projet sain. Donc l'agence a été créée il y a 10 ans à Guérande. On est dissimulé en intramuros. On est une petite agence. Nous étions 3 voire 4 avant le Covid. Le Covid s'est bien fait sur la psychologie humaine. Des départs pour des raisons personnelles, pour vers d'autres vies. Nous sommes maintenant 2. 2 à travailler sur 2 architectes, 2 à travailler sur des échelles de projets qui sont radicalement différentes, sur des projets de petites échelles, certes, mais des projets qui pour nous ont du sens. Donc ça peut aller de la petite extension jusqu'à la réhabilitation de halles de marché, de logements sociaux, d'écoles, de gîtes. Mais ce qui anime tout ça, ou le prisme qui traverse en tout cas le choix de nos projets, c'est le sens qu'on va donner, ou le bon sens qu'on va essayer de donner aux différents projets. Donc ce gîte à Guérande, l'agence, par contre il y a une particularité, on a une double formation en anthropologie urbaine. Je vous en parle parce que ça permettra peut-être de traverser cette présentation un peu différemment. C'est-à-dire que quand on fait une étude dès les phases de conception, on a un lourd travail, on s'oblige à faire un lourd travail sur une ethnologie, des pratiques de nos clients quand c'est pour chez eux, ou des usages quand c'est pour un lieu différencié. Je vous donne un exemple tout bête, c'est quand on a livré les halles de la Turballe, j'ai été vendre des huîtres et des coquillages avec des marchands pour comprendre le travail. Et cette particularité-là, on essaie de l'appliquer sur chacun des projets. Donc dans le cadre de gîtes, on s'est astreint à la même particularité d'analyse au préalable de pratique. Voilà, donc on se situe à Guérande. J'ai privilégié plutôt des photos plutôt que des plans, parce que pour moi, la morphologie du territoire, elle a une importance primordiale dans le cadre de cette opération-là. Guérande intramuros, vous voyez, est ici. Donc on a le Trait, les marais salants, toute cette zone-là. Vous avez la Baule ici, le Pouliguen, Bas-sur-Mer. Pourquoi je vous parle de la morphologie? Parce que c'est inhérent à l'économie sociale du territoire et à sa pratique, donc les marais en l'occurrence ici. Et donc nous, notre opération, elle se situe vraiment en bordure de marais, donc proche de l'eau. Mais proche de l'eau, c'est pas le seul reflet de l'activité des marais. La trace, c'est aussi la morphologie urbaine et son parcellaire. Donc on nous a demandé d'intervenir sur une parcelle qui se situe ici, avec un parcellaire de hameau qui est ancien. Et puis là, on voit le début du mitage du territoire des années 90 qui démarre ici. Et donc nous, on se situe là. Donc une intervention de couture qu'on pourrait croire, parce qu'on est à Guérande en campagne, pas du tout, qui est en fait une situation qui est extrêmement urbaine, avec des pratiques sociales qui sont urbaines également. Hop. La commande. Je passe un petit peu de temps là-dessus parce que la commande a eu elle a un reflet tout particulier. Le maître d'ouvrage nous demande, nous consulte en nous disant j'achète une parcelle avec une maison à réhabiliter, je voudrais y faire dessus un lieu, mais qui serait aussi 2 lieux, mais 2 lieux qui pourraient n'être qu'un lieu.
Donc vous arrivez comme ça devant votre maître d'ouvrage en disant bah, j'y vais, si vous avez l'intelligence de m'expliquer un peu plus, on part ensemble, on y va. Oui, mais pas seulement de lieu, je veux que ce soit un lieu qui puisse élever mes enfants, mais pas les élever au sens éducatif, c'est-à-dire partager avec eux ce que c'est que le sens du travail, de l'artisanat. Bon, ça se complexifie, mais c'est aussi un projet social parce qu'on construit quelque part et comme le maître d'ouvrage, selon lui, on perdait cet aspect social des marais avec l'économie qu'elle générait. Je veux redonner du sens à l'aspect social. Je veux aussi investir et puis je veux créer surtout un outil de travail, donc je veux que ce soit rentable. Et je veux aussi que ce soit écologique. Voilà. Vous avez toutes les contraintes particulières. Et encore, vous ne les avez pas toutes parce que je ne vous ai pas parlé des couches réglementaires de protection du patrimoine et du paysage qui sont nécessaires à ces endroits-là, bien sûr. Donc, on arrive ici, un des premiers projets de l'agence. Avec ces complexités-là, on se dit, on y va. On accompagne ce maître d'ouvrage qui a l'air sensible à ça. Donc voilà la commande. 2 gîtes qui peuvent devenir un seul. Et je mets cette image qui est pour moi importante parce qu'elle a nourri, c'est un homme dans un chantier, elle a véritablement nourri tout le chantier. L'importance, le maître d'ouvrage donnait de l'importance à la personne qui allait faire les choses. Petit préambule, vous verrez en bas, à chaque fois j'essaye de mettre des thèmes qui font écho à ce que je dis pour garder une trace, ou si j'oublie quelque chose comme ça on est sûr pour vous de lire et moi de rien oublier. Donc au-delà de l'aspect humain, le maître d'ouvrage avait pour intention de réfléchir à où allait l'argent. Donc c'était pas simplement faire des économies, mais en tout cas si on dépensait de l'argent, on accepte parfois d'en dépenser un petit peu plus, en sachant où vont ces euros. Et donc ça a eu un aspect tout particulier parce qu'il a fallu aussi consulter des entreprises. Alors on a cette chance parce qu'on a un marché privé, un marché public ça aurait été interdit, d'être dans un marché privé et puis de sélectionner des entreprises qui sont locales. Mais locales comme leurs matériaux, c'est-à-dire où est-ce que vous allez acheter les choses. Et ça a été d'une importance primordiale dans le cadre de la consultation parce qu'on a pu renégocier, comme les matériaux, certains venaient d'une localité, enfin une proximité importante, d'autres un peu plus loin, mais de pouvoir négocier l'ensemble de la chaîne des matériaux lors de la consultation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a marqué territorialisation des euros humains, et Marcel Mauss, c'est pour l'importance de la main, de la tête, et Marcel Mauss, c'est un ethnologue qui a travaillé sur le travail comme transmission et le geste comme le miroir de l'intelligence d'une société. Et pour nous, c'est important de l'évoquer. Voilà. Donc les études et le PC. On est déjà à 8 minutes. Site inscrit des marais, donc on se situe dans une complexité réglementaire qui est importante. Site inscrit des marais, PPRL, PLU et secteur sauvegardé. Petit nota, un projet comme ça sera interdit maintenant en raison de l'évolution des PPRL et des plans de submersion marine. Approche de projet. Donc l'approche anthropologique, je l'ai évoquée. Donc je commence par un projet qui ne s'est pas fait. Pour vous dire qu'on travaille pendant 3 mois avec un maître d'ouvrage, on présente à la BF un projet qui, au final, ne va pas être accepté. Donc, porteur de projet, prenez votre temps et votre mal en patience. Mais pour des raisons qui sont pertinentes, pour nous, de l'art naît la contrainte, ça a été une devise avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va essayer de se saisir des potentiels par opportunité, des refus de certains acteurs sur le projet. Ça ne veut pas dire que le premier n'était pas de qualité, mais il ne convenait pas à l'ensemble des acteurs qui composent le territoire. Et donc on arrive à cette forme, sur une parcelle qui est, vous voyez, excusez-moi, vous voyez pas, vous voyez maintenant, entourée de murs, exposé plein sud, le bâtiment qui est existant, et une extension qui est accolée. Donc le premier projet, c'était de venir accoler tout au nord pour profiter du sud, libérer les murs, c'était pour des raisons structurelles, et donc coûteuses aussi. On a libéré des jardins, et on a orienté un deuxième projet accolé au premier existant sur le côté. Ça nous a donné, du coup, un plan qui nous a paru pertinent parce qu'on a pu libérer des jardins. Les Japonais appellent ça, on emprunte le paysage, c'est-à-dire qu'on vient créer des potentiels extérieurs pour donner à voir des murs et pour donner à voir des qualités aussi et orienter le regard différemment et proposer une sensation d'espace avec des seconds plans, des premiers plans. Donc on a un premier... Si, par contre, ce qui est pertinent de s'arrêter de quelques minutes, c'est sur ça, en fait. C'est sur ce sas-là. Parce que pourquoi je vous disais qu'on était sur 2 logements qui deviennent un seul?
l'intérêt de ce projet et pourquoi on est là ici pour parler d'habiter autrement, c'est qu'on se situe sur 2 logements qui sont reliés par un sas. Donc l'accès principal se fait au milieu. Et donc vous me direz, mais c'est particulier parce qu'on vient en vacances, on vient louer pour être chez soi, tranquille, chez quelqu'un d'autre. Et en fait, on se retrouve avec un voisin. Donc on a tout l'intérêt de ce projet, ça a été de rendre acceptable une certaine forme de densité pour proposer des qualités tout en étant à côté de quelqu'un. Mais ça a été depuis le début un intérêt, ce qu'on cherchait en fait. Les coupes transversales, toujours sur le permis de construire, celui qui est accordé bien sûr. On a des petits dispositifs comme ça qui permettent d'aller chercher de la lumière, parce que vous venez sur des typologies qui ne sont pas évidentes. Le bâtiment existant, c'est la parcelle existante qui est clos de mur, c'est une maison de paludier qui a une typologie qui est assez resserrée, un rez-de-chaussée qui est très contracté. On ne peut pas y toucher parce que on est protégé par les architectes des bâtiments de France et les secteurs sauvegardés. Les murs, c'est pareil. Donc il faut composer avec le volume existant. Le parti pris, ça a été tout de suite de travailler sur une dualité, c'est-à-dire une morphologie qui rappelait celle de l'existant. On est exactement sur les mêmes niveaux de fêtage, même niveau d'égout de toiture, les mêmes proportions d'ouvrage de menuiserie. Par contre, on a travaillé en fonction des usages intérieurs sur des différenciations d'ordonnancement de façade. Ce qui nous a permis de travailler l'intérieur de manière un peu plus cohérente, aussi les niveaux de plancher, et de proposer une certaine modernité à cette façade qui, elle, avait un sens historique, alors que celle-ci, de reproduire exactement la même chose qu'ici, ça n'en aurait eu aucun. Et donc vous voyez la partie du seuil au milieu qui est ici. Les matières, je vous parlais de la trace de l'homme. Elle est aussi dans la matière, elle n'est pas seulement dans le dessin qu'on propose ou dans le maître d'ouvrage dans son projet. Elle est dans ce bardage que vous voyez ici, qu'on voit maintenant de plus en plus en France. Elle est dans la trace d'un enduit qui est taloché, ce que les artisans maçons aiment de moins en moins parce que c'est plus sujet peut-être à sinistralité, mais en tout cas pour nous, sujet à l'empreinte de la main qui balaye un mur, donc qui crée de la déformation et qui crée une richesse, qui crée du grain et qui accroche la lumière différemment, qui est plus onéreuse aussi qu'un enduit qui est gratté. Toutes ces petites choses-là, ça participe à la qualité du projet pour nous. C'est véritablement ce qui fait l'essence d'un produit qui est fini correctement. Et puis des ouvrages un peu qui, quand on visite les gîtes, sont un petit peu anodins. C'est une verrière. Ouais, mais c'est pas une verrière Leroy Merlin. C'est une verrière, c'est l'artisan, c'est Pascal Bouchard qui est à la Baule, qui réalise des vitraux et qui nous réalise cette verrière pour moins cher que celle de Leroy Merlin en plus. Mais non, mais c'est ça, et on préfère rémunérer des gens plutôt que de la marge. Et ça, ce bois brûlé, on va en parler d'une manière un peu plus conséquente après. Je m'arrête un petit peu sur le chantier. Le chantier, c'est un moment important, on vient d'avoir notre permis de construire. Il faut qu'on gère de l'eau, grosse problématique. On est à 3,20 m au-dessus du niveau de la mer, donc 60 cm au-dessus des vasières, donc de l'eau des marais, avec un sol qui est pas bon, qui est argilo-limoneux, donc des fondations assez profondes, des pompes, un maître d'ouvrage désespéré qui voit même les pelles s'enliser sur son terrain. Gérer de l'humain, qui du coup travaille sous l'eau et dans l'eau, les pieds dedans. On veut travailler la matière, donc quand on travaille des enduits à la chaux, on ne peut pas travailler à n'importe quel moment de l'année, donc on a des décalages de chantier. Il faut travailler avec la réglementation, il faut travailler avec les concessionnaires. Je vous ai expliqué qu'on était sur un projet qui était duel, c'est-à-dire 2 logements dans un. Donc là, Enedis vous dit que c'est pas réalisable parce que vous créez 2 logements. Oui, mais c'est 2 logements qu'on veut mutualiser dans un seul. Et justement, on veut mutualiser pour ne pas générer de surcoût, pour éviter d'avoir des dépenses, 2 fois des compteurs, 2 fois des fils, 2 fois du travail, qui ne serait pas utile. Parfois, un sous-compteur, ça permet juste de générer ou de calculer des euros et de le répartir différemment. Et ça a été accepté. Et enfin, un point qui est important, parce qu'on l'oublie, on a des règles de l'art, des DTU, des normes, mais on a ça, le bel ouvrage. Et insister avec des artisans de parfois refaire les choses parce qu'on considère que c'est parfois pas beau, que l'enduit taloché, il a peut-être un peu trop appuyé, ça taloche sur le mur et qu'à des endroits ça se voit, à des endroits ça se voit pas, donc on a des irrégularités qui ne sont pas esthétiques. Donc quelques petites photos de chantier, c'est assez classique en soi, sauf qu'il y a des problématiques qu'on retrouve assez fréquemment. Si vous êtes porteur de projet et que vous achetez de l'ancien,
piquer vos murs, retrouver de la perspirance, des comportements hygrométriques. Si vous êtes autour de Guérande, ben, vous êtes sujet au radon, donc il faut casser des dalles, ventiler sous les dalles, faire échapper le radon de manière mécanique plutôt. Georges de Thiès-Brez, le moine, vous le dira si vous venez le voir au CEE. Des ouvrages de frangement qui sont importants en respectant le patrimoine. De l'eau, que je vous ai évoqué tout à l'heure, parce qu'on est près des marais. Et puis des murs qui sont protégés, qui ne tiennent pas, qu'il faut ceinturer, qui coûtent extrêmement cher. Et un plancher qui n'est pas fait pour recevoir des hommes, mais qui est fait pour recevoir du foin, donc qui a une souplesse qu'il faut retravailler. Donc des travaux structurels. Mais au-delà de ça, des contraintes du coup, que le maître d'ouvrage nous donne génèrent ce genre de dispositif. C'est-à-dire, si on n'a qu'un seul compteur, comment distribuer une partie neuve et une partie ancienne? Donc on a des... Je trouve que ça ressemble presque à des vaisseaux sanguins maintenant, des choses qui alimentent deux parties, qui à la fin on finit par se mélanger. Donc on note tout, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Comment irriguer les deux logements dans un temps de chantier pour qu'on continue à avoir de l'électricité sur le chantier, et puis à la fois anticiper des modes de chauffage dans une partie neuve qui n'existe pas encore, et puis l'autre qui existe ici, des dalles qui ne se font pas en même temps. Donc il y a des questions d'anticipation et d'organisation de chantier qui ne sont pas évidentes. Donc la mission d'OPC, pour les architectes, il faut absolument réussir à la vendre. Et puis, on a toujours eu cette phrase avec le maître d'ouvrage, c'est perte pour gagner. Donc on s'est dit comment on peut essayer de gagner un peu en qualité, masquer. Donc je vous ai mis ce petit détail, j'aurais pu en montrer d'autres, mais par exemple, plutôt que de faire une gouttière traditionnelle nantaise ou havraise, en façade, on a créé un chéneau dans l'épaisseur de la façade en surépaississant les chevrons. Donc on crée un double tassautage et on vient jouer avec le DTU pour réussir à masquer cet élément de gouttière derrière la façade, ce qui fait que, tout à l'heure vous le verrez sur les photos finies, on ne la voit pas. Petite photo, voilà, en attente de l'architecte des bâtiments de France pour validation d'échantillons. Donc maître porteur de projet 1 mois et demi de plus avant de valider une façade. Les lamellés collés, donc là des ouvrages avec des ingénieurs qui mettent aussi du temps à vous répondre pour calculer le dimensionnement d'un lamellé collé pour reprendre la souplesse du plancher. Et voilà, on a, pour répondre à ce besoin du maître d'ouvrage de participation, cette solution de bardage qui est apparue. C'était la deuxième opération qu'on faisait de ce type-là. Donc ça, je vous parle de ça, c'était 2013-14. Le bardage en bois brûlé, maintenant, vous pouvez en acheter en France. Ça existe. Je crois même que Laurent Merlin s'y met, d'ailleurs. Je peux faire de pub. Pas de cette qualité-là, en tout cas. Quand on en fait maintenant, on l'achète aux Pays-Bas, nous. Mais c'est la meilleure qualité. C'est un architecte qui a créé un four pour le brûler. Là, on a créé une association, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire un feu sur un chantier, donc un Champortier, vous ne brûlera jamais du bois. On a créé une association dans laquelle on a fait venir quelqu'un qui avait appris au Japon, qui a formé des étudiants en architecture et des ingénieurs, qui nous a formés nous, et après on l'a fait. On l'a fait en respectant le DTU, parce qu'on avait la bonne épaisseur de bois sur un bardage en Douglas, et que la couche de forme, c'est-à-dire la couche noire que vous voyez dessus, est qu'un apparat au même titre qu'une peinture. Et donc on est dans les clous pour l'assurabilité du chantier. Mais ça a par contre un intérêt. Alors le noir que vous voyez ici, c'est une couche de charbon. Hein. Donc c'est un bois qui est mort. Donc aucun insecte, aucun xylophage ne peut le digérer. C'est un bois mort. Et l'intérêt de ce bois brûlé, c'est que derrière la couche de bois qui est charbonneuse, vous avez l'endroit où la feu s'est arrêté, ça s'appelle la couche de pyrolyse. Et c'est l'endroit qui va venir protéger le bois de l'alternance des UVA et des UVB. Donc du pourrissement du bois à cause du soleil ou de la lune. Et donc une durabilité qui est plus importante. Ça ne répond pas simplement à une question esthétique. Ce n'est pas l'architecte qui s'est dit « je veux faire un bardage en bois brûlé noir à cet endroit-là ». C'est le maître d'ouvrage qui vous dit « j'ai pas d'argent, je veux pas le repeindre tous les 5 ans, et je veux que ce soit joli en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur Bernard ?» On va brûler nous-mêmes le bois, on va le faire acheter dans le Morvan, on va aller le chercher, on va prendre 15 personnes et on va créer des cheminées, on va trouver un ferrailleur qui va nous plier ces cheminées, là que vous voyez ici, qui n'ont rien de maçonnique, c'est juste la forme de la cheminée pour brûler le bois, et on va le faire nous, parce que c'est notre valeur ajoutée à cet endroit-là, à ce moment-là. Pour vous ayez une idée, c'est 25 € du mètre carré. Maintenant, quand c'est vendu, c'est plutôt 140 € du mètre carré, on dit comme ça. Le projet, donc on arrive à ça, à la fin.
quoi, par contre, on a des couleurs hein, qui sont peut-être un peu flashy. On a voulu faire un rappel des menuiseries qu'on trouvait assez belles à Saint-Guénolé, Bas-sur-Mer, de l'église. Donc vous avez ce turquoise qui est là pour unifier une façade d'une partie qui est neuve, sur laquelle on a joué avec l'ordonnancement de la façade, une partie qui est ancienne, une toiture qui va être maniée dans un second temps. Et donc 2 jardins qui se font front. Ça, c'est l'intérieur de la partie réhabilitée. Donc, on vous parlait de matériaux. On a essayé de travailler avec le thermicien. Il nous a trouvé des astuces, parce qu'on est dans le cadre de la réglementation thermique 2012. On a travaillé par élément. Il nous a trouvé une astuce sur laquelle on a doublé certains isolants réglementairement, et certaines fois, on n'en a pas mis. Encore une fois, pour répondre à la question de l'outil de travail, quelqu'un qui veut venir en vacances à Guérande dans une maison en pierre, il veut voir de la pierre. Donc, d'une manière assez pragmatique, on répond à cette question-là. Donc on n'est pas des manias spécialement de l'écologie, mais on essaye d'avoir une intelligence par rapport à la valeur ajoutée du projet aussi, et de la réponse architecturale. Et donc ce qui fait qu'on a par contre des matériaux sains aux autres endroits. Là c'est un enduit correctif thermique derrière le poêle pour masquer le bistre. On a de la laine de bois partout, c'est des cloisons en bois et du fermacell dessous, des parquets en chêne, un plancher chauffant dessous, des enduits en tas de lacte dans la salle de bain. On a un travail sur des éléments biosourcés qui permettent de redéphaser de la chaleur d'une manière un peu plus intéressante que de la laine de verre ou de la laine de roche. On était sur la partie réhabilité, on est sur la partie du seuil. Je reviendrai plus longuement après, donc je ne m'arrête pas là-dessus. Là, on est sur la... J'ai mis ces photos parce que c'est important dans le cadre de 2 logements de vous montrer des rapports d'intimité qui peuvent exister. Ça peut nous déranger ou ça peut enrichir parfois. Vous voyez des fenêtres qui vont donner sur le jardin du voisin. C'est accepté. Il y a 2 terrasses à l'arrière, les fameux petits jardins qui permettent de voir les murs, qui peuvent être réunis avec une table, mais il y a aussi une table de l'autre côté, et qui peuvent être ouverts ou fermés. Donc vous voyez des éléments amovibles qui ont été faits par le maître d'ouvrage, avec des lumières bien sûr qui sont séparées pour profiter des 2 espaces de manière différenciée. Le deuxième, on a eu un peu plus de liberté. Quand on a créé la distribution à l'intérieur, on a essayé d'orienter le regard, de faire que ce soit l'homme qui aille chercher des diagonales pour avoir des sensations d'espace, parce qu'on est sur quelque chose d'assez compact quand même. Donc on a des dispositifs comme la fameuse verrière de tout à l'heure, ou des châssis fixes qui permettent de s'asseoir contre, de ne pouvoir pas avoir de débattement sur les ouvrages de menuiserie. Et donc ça donne ça. Donc là, ces 2 fameuses façades ordonnancées différemment, qui ont les mêmes proportions et les mêmes tailles. En termes de montant de travaux, parce que c'est toujours important, alors par contre là on est en 2016, hein. Peut-être que, à mon avis, faites x2 peut-être là. Faites x2 pour la main d'œuvre et puis la fourniture au total, je pense qu'à Guérande on n'est pas loin de faire x2. 64 000 € hors taxe sur la partie de gauche, 143 à droite, 5 000 € d'extérieur. On a limité le coût parce qu'on a mutualisé toute la partie fluide qui est dans cet espace-là. Questionnement. J'ai fait travailler mon maître d'ouvrage avant de venir. Chacun son tour. Je lui ai demandé depuis 5 ans quelle était un peu, enfin même pas un peu, elle a fait ça de manière exhaustive et sérieuse, la répartition, la provenance, la récurrence et le type de séjour dans les gîtes. Alors ce qui m'a surpris, j'étais content d'entendre le chiffre de 58%. À Guérande, on a 85% de taux d'occupation. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'on a une diversification des usages des gîtes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié qu'aux vacances. C'est des gens qui viennent travailler ici, des gens qui viennent aussi passer 2 mois avant leur prochaine habitation. Et donc il y a une multitude d'usages, malgré l'attractivité de Guérande, parce qu'on est quand même proche aussi de la Baule, de la Turballe, de Pimbron. Malgré cette attractivité-là, il y a une diversité d'usages qui est quand même assez intéressante de retenir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le taux de rebond. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des personnes qui... Il faudrait pratiquement une demi-heure pour parler de ces chiffres-là, mais le nombre de personnes qui reviennent, et en fait, c'est assez fréquent. Il y a des habitués maintenant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais pour ça, du coup, il faut enrichir. Dans les questionnements, je vous l'offre à la fin, c'est la défaillance de l'offre. On n'est pas dans une défaillance de l'offre de logement du tout sur le territoire de Loire-Atlantique, on l'a vu tout à l'heure. On est, à mon avis, sur une défaillance de qualité. Voilà, il suffit d'aller sur le site de Gîtes de France pour regarder la qualité de l'aménagement de certains biens. Parfois, on a des architectures qui sont hyper intéressantes, d'autres qui le sont moins.
mais il faut plutôt travailler sur une augmentation de la qualité de ces propositions plutôt que leur nombre. Et pour ça, justement, il y a des tout petits dispositifs qu'il faut, à mon avis, se saisir pour enrichir des façades, comme le seuil. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est quels sont les endroits à l'heure actuelle, quand vous êtes en congé, où vous pouvez rencontrer l'autre. Donc là, vous avez ce seuil-là, mais cette interface-là, elle est source de richesse. Parfois, c'est deux familles qui viennent ici et qui laissent leurs enfants jouer au milieu ensemble, mais qui ne se connaissent pas. Ces familles ne se connaissent pas. Et vous avez la possibilité de dire bonjour à l'autre. Ce qui est étonnant, en vacances, en fait, on va quelque part, mais avec quelqu'un. Parfois, et pour l'instant, moi, j'ai appelé en direct des personnes qui sont venues plusieurs fois et ça n'a jamais posé de soucis. Moi-même, je suis le premier surpris à savoir que cette intimité-là n'a pas été génératrice de désordre, de conflits de voisinage ou même de gêne. Mais par contre, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous avez des rideaux. Ces grandes baies, elles se ferment, les deux qui sont là. Vous pouvez fermer, donc vous gérez votre intimité. Ce n'est pas quelque chose qui endure, c'est quelque chose qui est mobile. Et dans cette optique ou dans ces tendances que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Poitvin, où on mutualise, où on diversifie nos usages, par exemple en travaillant en vacances, il y a peut-être aussi à diversifier nos modes d'habiter par de la modularité, en se saisissant de ce type de choses, parce qu'elle permet de la mutualisation, de la baisse du coût de projet et de l'augmentation de la qualité. C'est pour ça que j'appelle ça de l'acceptabilité, de la densité et de la gestion de l'intimité. Donc ça, c'est le point qui est primordial à cet endroit-là. En tout cas, c'était la commande qu'on me portait. Louer un chez-soi temporaire en habitant avec l'autre et proposer la mutabilité d'usage. Donc je resterai sur ces petites questions, enfin pas des petites questions, mais en tout cas les points qui me paraissent importants. En tout cas, c'est ce qu'a révélé notre proposition à Guérande avec notre maître d'ouvrage. Voilà, les marais scellants de Guérande. On finira là-dessus. Bonjour à tous. Merci d'être présents et je remercie le CAUE pour l'invitation et pour participer donc, à cette rencontre sur l'hébergement touristique en Loire-Atlantique. Donc je vais vous parler je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis un peu loin. Je vais vous parler du Gîte de l'avenir, qui est un projet qui date de quelques années également. Alors, il y a beaucoup de similitudes avec le projet de Mathieu Bernard, notamment au niveau du temps. C'est un projet qui a commencé, donc, comme je le disais, en 2015. Donc ça date, c'est moins long, mais on l'a fini il n'y a pas si longtemps que ça. La différence aussi, c'est que c'est un gîte qui fait partie d'un ensemble voué à l'événementiel. On n'est pas sur quelque chose qui est totalement dédié au tourisme. Il fait partie d'un ensemble où il y a une salle dans laquelle a lieu des séminaires, dans laquelle a lieu des mariages, dans laquelle a lieu d'autres événements. Donc ce gîte accompagne cette salle et donc pour les gens qui souhaitent dormir sur site, et notamment les mariages. C'est aussi, je vais d'abord parler de... Alors, je vais peut-être passer une première image. Je vais parler de l'agence après aussi. Je ne suis pas présenté. Je vais recommencer par ça parce que on est quand même aussi lié à un endroit... non, je vais parler des clients et après je vais vous parler de notre rencontre. Ça sera plus intéressant. Donc, la maîtrise d'ouvrage, ça a été une grande rencontre. C'est un projet qui, au début, devait se situer sur la commune de Savenay. Donc, nous, on réside à Savenay. C'est pour ça que je dis que cette rencontre est assez intéressante. C'est que c'est d'abord une rencontre géographique. Ce projet devait avoir lieu à Savenay parce qu'ils avaient trouvé un endroit pour réaliser ce projet. La contrainte était de trouver un bâtiment, plutôt une ferme, avec un hangar, et pour pouvoir aménager tout ça, en fait, tout ce projet de gîte et ce projet d'activité. Le projet ne s'est pas fait à Savenay. Un an s'est passé, et on nous a recontactés pour le même projet, les mêmes personnes, sur une autre commune dans l'ouest, du côté de Redon. Le projet ne s'est toujours pas fait pour des contraintes
administratives, des contraintes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes quand on fait ce genre de projet, notamment les contraintes sanitaires, les contraintes de sécurité incendie, les contraintes administratives en général. Donc à chaque fois on avançait, mais à chaque fois on butait sur une ou deux choses qui faisaient que le projet était abandonné. Et finalement, le projet a été réalisé sur la commune de Nozay. Alors, comme par hasard, ce sont des gens de Nozay. Donc, ils ont un tissu local très important, ils connaissent beaucoup de gens. Donc, on a pu, grâce à ça, quand même, avoir beaucoup d'interlocuteurs, rencontrer beaucoup de gens et beaucoup discuter, notamment les pompiers, notamment la mairie et d'autres personnes, pour vraiment aboutir ce projet. Et avant de se lancer, encadrer vraiment toutes les facettes de ce projet. C'est un lourd investissement. C'est vrai que la personne qui portait ce projet était assez jeune. C'est une personne qui devait avoir une trentaine d'années. Elle était accompagnée de ses parents qui amenaient un peu de finances dans le projet. Et ils étaient aussi partie prenante parce que leur projet, ce projet devait les accueillir. Ils étaient dans leur retraite. En fait, ils étaient agriculteurs d'origine et ils ont prenaient leur retraite à ce moment-là. Donc ce site devait accueillir l'hébergement, le gîte, l'hébergement pour ces nouveaux retraités, qui étaient futurs retraités à l'époque, le gîte et la salle de réception. Alors je vais passer. Donc Nozay, alors il manque, ah oui, Nozay dans le nord du département. Pour ceux qui ne connaissent pas, je l'avais situé sur le plan avant, c'est entre Nantes et Rennes, proche de Nantes, au bord d'un grand axe. C'est une zone, à la différence du projet précédent, c'est que c'est une zone qui n'est pas forcément très touristique. On n'est pas sur les bords de mer, on n'est pas non plus très proche de Nantes, même si on reste quand même dans son aire d'influence. C'est un site où il y a quelques points, une localisation où il y a quelques points importants, mais qui ne sont pas du tout de la même ampleur. Voilà, en bas à droite, il y a la mine de Baret, mais c'est pas le Mont Saint-Michel, quoi. Il n'y a pas des visites tous les jours. On est proche de la commune de Nozay. Alors on la voit pas, mais la commune de Nozay, elle est en bas à gauche. Et la commune de Nozay a aussi un patrimoine intéressant. Et c'est plus ce qui fait la qualité de ce paysage. Là, on parlait de paysage tout à l'heure. C'est vrai que Nozay est vraiment, enfin, la région de Nozay est caractérisée par ce patrimoine construit avec cette pierre bleue très présente et ce paysage un peu vallonné. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont à mettre en valeur dans cette région. Je vais passer à... J'ai oublié de vous parler des cartes IGN, qui sont vraiment des outils redoutables que j'adore, qui permettent de voir extraordinairement bien le site et de bien comprendre aussi la géographie. Donc voilà une vision globale du site sur lequel est venu s'implanter le projet. Alors comme vous le voyez, c'est un site totalement, comment dire, hors de tout, un peu vraiment entouré de verdure. Il y a vraiment très peu de voisins. C'est une grande parcelle. Et il cochait un peu toutes les cases de ce que recherchait le maître d'ouvrage. À savoir un bâtiment, une ancienne ferme qui n'est plus en activité. C'est important parce que c'est pas un bâtiment agricole qui a été transformé en zone d'activité. C'était déjà une zone d'habitation et avec un atelier derrière pour une entreprise. Les maîtres d'ouvrage étant issus du milieu agricole, je pense que c'était inconsciemment, c'était volontaire de ne pas avoir à transformer une ferme en zone non agricole, quoi. Enfin, l'idée, c'est aussi, et les règlements d'urbanisme ne nous l'auraient interdit. De toute façon, on est obligé aujourd'hui il faut maintenir les zones agricoles, et donc ce projet ne participe pas du tout à la transformation d'une zone agricole en zone d'activité. Donc le site est très grand. On y accède par la départementale qui va vers Châteaubriand, que vous voyez en bas, là. Il est marqué en son milieu par le corps de ferme, un corps de ferme donc ancien, qui est vraiment implanté au milieu,
très très longiligne, comme vous le voyez. Et au nord, en fait, le hangar qu'on a pu transformer en salle, en salle polyvalente, en salle de séminaire, salle de mariage. Donc c'était pas le sujet ce soir, donc on a mis une petite photo en haut. C'est un projet qu'on a réalisé dans un premier temps. C'était vraiment le premier projet qu'on a réalisé pour ce site. Et l'idée, c'est de travailler vraiment, d'essayer de conserver l'esprit hangar et l'ambiance rurale qui, de toute façon, était présente. Ce site avait beaucoup d'intérêt, donc l'articulation générale de l'implantation des bâtiments, et notamment cette zone boisée qui fait tampon avec la voie passante là, qui va à Châteaubriand, et qui permet aussi aux personnes qui viennent de se stationner et de vraiment quitter les véhicules. Alors, les véhicules restent là à l'abri, dans l'ombre, et tout le reste est dédié aux piétons, finalement un endroit où on déambule à pied, en étant très très loin des véhicules. Et on est un peu dans une bulle comme ça pendant tout un week-end où on oublie un peu les véhicules et on est dans un espace dédié à l'homme et à la nature. On peut le voir, l'importance en fait de la localisation du gîte qu'on a créé. Comme vous voyez sur la petite perspective là à droite, sur l'ensemble du site, le gîte, je vais peut-être reprendre ça. Voilà. Le gîte se trouve ici. Donc, il avait un intérêt particulier sur l'image qu'il pouvait donner. Comme je vous expliquais, les voitures viennent ici, les gens viennent ici, et la première vue qu'on a du site, c'est en passant par ici, le chemin piéton qui permet d'accéder au site. Et ça, c'est vraiment la première image et l'identité de ce complexe, de cet ensemble. C'est ce gîte. Donc là, justement, c'est la vue qu'on a quand on arrive sur le site, avant qu'on ait construit le gîte. C'était le corps de ferme que vous voyez ici, avec sûrement une partie principale. Une partie principale ici, et des anciennes granges qui devaient être là. Et ici, les anciennes soufs à cochons. Donc c'est les locaux où on mettait les bêtes dans ces pierres, dans ces petites cases qui font 2 mètres par 2 mètres ou 2,50 m par 2,50 m. Donc c'est vraiment une architecture locale et on voit le côté très graphique de cette pierre bleue que vous voyez ici là, qui est utilisée pour toute la construction. Alors avec la lumière, ça donne des reflets très jolis. C'est une pierre très sombre, bleue, avec des reflets bleutés, avec de l'ocre. Enfin, c'est vraiment je trouve une matière intéressante et qui est omniprésente dans la région de Nozay. Qu'on trouve même en bordure des champs aussi, avec des palis comme vous avez ici, là, verticaux. Donc, cette vision, on savait que c'est là, ce cadre-là qu'on allait avoir en arrivant. Et comme l'idée, pour accompagner l'activité, était de faire des chambres, on s'est dit, mais alors je ne sais pas si l'idée est venue du maître d'ouvrage ou de nous, au fond de la discussion, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre les gens à dormir dans les soufs à cochons? C'est pas très grand. Voilà, vous avez les soufs à cochons. C'était un peu saugrenu au début. Et finalement, l'idée a fait son chemin et tout était évident en fait dans ce projet. Donc finalement, on s'est dit oui, bien sûr, ça va être bien. Faut en profiter. Bon, ça fait 2 mètres par 2 mètres. Est-ce que ça va être agréable? Finalement, les gens qui viennent à des mariages, c'est pas les meilleures nuits qu'ils font. Donc c'est pas là. On se doute bien que le confort du sommeil ne va pas être rédhibitoire pour la location. Et on trouvait ça assez amusant, même de créer quelque chose avec peut-être des chambres, la chambre des mariés à l'étage et les soufs à cochons pour les témoins qui ont du mal à finir leur nuit, leur soirée plutôt. Le système était assez marrant. Donc voilà, les premières esquisses, les premiers échanges qu'on a eus. Alors on a eu des contraintes. Je fais un peu le parallèle avec le projet antérieur parce que ça permet d'échanger aussi. Les contraintes qu'on a eues étaient plus sur les situations qu'on a eues avant, à trouver le site, trouver le lieu du projet, où on a vraiment eu beaucoup de contraintes avec beaucoup de gens. Une fois qu'on a lancé ce projet, par contre, ça a vraiment, j'ai envie de dire, déroulé rapidement pour
parce que tout était évident en fait. Le site était évident, utiliser soie cochon était évidente, et la forme nous a paru assez rapidement évidente. Alors on a fait plein de dessins, forcément, plein de choses dans tous les sens, mais on s'est vite retrouvé d'accord avec le maître d'ouvrage sur un volume qui reprenait le gabarit de l'existant. On était quand même limité en extension, hein. On avait le droit de faire 40 ou 50 mètres carrés au sol, donc c'était pas très, on ne pouvait pas faire 2000 mètres carrés de toute façon. Et du coup, cette implantation, la vision qu'on avait de ce nouveau volume qu'on allait créer, pour nous, est très vite apparue, simple, et la volonté de le traiter aussi en monolithique, comme si c'était une seule pièce. Parce que, comme je vous disais, la pierre bleue est très présente. On a l'ardoise aussi qui est utilisée, qui est un peu la même pierre, enfin qui est la même chose même, et qui donne vraiment déjà un aspect monolithique au corps de ferme initial. Donc on voulait faire un peu le pendant avec des matériaux un peu plus actuels, et que nous on a aussi l'habitude de travailler, le bois, voilà, et des choses aussi qui sont assez rapides à mettre en œuvre pour les artisans. Donc comme vous voyez sur le plan qu'on a esquissé ici, avec ça, on retrouve les sous à cochon, donc ici là, qui vont servir de locaux à sommeil, qui sont réunis autour juste quelque chose de très simple, hein, une salle, un salon équipé au minimum, et salle de bain sanitaire, en respectant quand même des normes d'accessibilité pour pouvoir accueillir le maximum de gens. Et voilà, c'est une obligation dans tous les documents les bâtiments qu'on fait dédiés au tourisme, ou dédiés à l'accueil de personnes qui ne sont pas des propriétaires, on les rend accessibles. Et là, vous voyez, donc on essaie de s'inscrire vraiment dans ce gabarit là, de la maison existante, hein, pour vraiment pas déborder et vraiment comprendre l'écriture. Et vraiment essayer de faire ce volume qui est une sorte de curseur qui pourrait un peu glisser là, comme une brochette, un peu. Là, on a l'impression qu'on peut le développer, qu'on peut presque l'enlever en fait. Voilà, là on rentre sur la sécheresse de la 3D, qui est moins vivante, mais qui permet aussi de rassurer pour communiquer un peu sur ce projet. On a eu un long débat sur le traitement de la toiture, sachant que forcément les maîtres d'ouvrage n'étaient pas forcément très portés sur un projet très contemporain. On ne peut pas dire qu'on soit extrêmement contemporain, mais ils voulaient quelque chose d'assez simple, d'être traditionnel. Et bon, finalement, l'utilisation du bois en toiture, c'est pas vraiment un usage traditionnel, mais en travaillant sur l'idée de l'importance de l'image qui allait être véhiculée par ce projet, on a réussi à trouver un graphisme qui nous plaisait. Et puis vraiment pour accentuer cette image de monolithe, on a aussi réutilisé le même bois qu'on retourne en toiture en fait. Voilà, on passe à la concrétisation. Il y a beaucoup de petites choses, de détails sur lesquels on a travaillé. Là, on est sur un bois ajouré en chevron. Hein. C'est vraiment pour rappeler aussi ce côté graphique. Hein. Ça permet d'avoir quelque chose de très graphique, un peu à l'image de la pierre horizontale. Là, on a vraiment une verticalité, mais très graphique, je trouve. Et on doit pouvoir... Voilà, c'est quand on tourne autour, on s'aperçoit que même en déambulant autour, justement, les perspectives changent et la vision de ce bardage change aussi. On voit bien les sous à cochon derrière. On a voulu... on retrouve un peu aussi les mêmes problématiques que le projet précédent. On voulait vraiment pas de gouttière sur ce projet, donc on a intégré un chéneau tout du long. On a vraiment travaillé aussi, on a essayé de travailler pour que rien ne dépasse, comme on dit. Donc on a un cadran solaire, un panneau solaire qui est vraiment dans le même plan que la toiture, tout comme les Velux qu'on a essayé d'ajuster au mieux pour que tout soit vraiment le plus lisse possible. Voilà, là c'est une vision côté ouest. On peut voir aussi le traitement des façades, les façades qui sont de chaque extrémité, qui sont traitées en panneaux à base de résine. On ne voulait pas les remplir. Ça accentue un peu le fait de les traiter en noir. Pour moi, le noir, c'est un peu comme si on voulait l'effacer, quoi. Et ça permet d'accentuer aussi ce côté coulissement, quoi. Comme si on pouvait l'enlever, en fait.
Voilà, les façades, on voit un peu le travail de calpinage. Les façades ça sont les façades de permis. Ouais, c'est vraiment intéressant ce côté très longiligne de la façade existante qu'on vient du coup accentuer et donc écrire encore, continuer l'écriture de ce bâtiment. Il y a plein de choses que je voulais dire, que je zappe au fur et à mesure, mais tant pis. Là, on est sur le côté ouest, côté jardin, en fait, où on a une vue vraiment sur la campagne autour. Là, on retrouve aussi les pierres. C'est les pierres qui ont dû être mises après le projet. C'est vrai que nous, on a livré un projet, on y retourne de temps en temps. Après, il vit, et je sais que l'aménagement paysager a été fait aussi par les maîtres d'ouvrage, en partie. Donc, ils ont, étant locaux, ils n'ont pas pu s'empêcher de planter des pierres bleues. Je pense que ils sont comme ça. Voilà, un plan, ce que ça peut donner en plan un peu plus abouti, avec ces petites chambres. Là, c'est symbolisé avec des chambres avec un seul lit, mais finalement, on a réussi même à mettre des lits 2 places. Je ne sais pas si vous voyez ici. Là. Donc là, on a juste le volume du rez-de-chaussée avec ce mur en pierre du coup qu'on a réussi et qu'on a maintenu dans la maison. On vient en bois se construire tout autour en fait. On s'appuie jamais sur ces sous à cochon. Ces deux choses sont restées indépendantes. Et on voulait vraiment garder ce mur en pierre. Ces portes qui étaient existantes ont été un peu retapées, mais comme on disait, c'est vraiment l'identité locale, le grain. Et quand on est dans ce gîte, on sait qu'on est à Nozay parce qu'il y a cette pierre qui est présente même dans le salon et qu'on n'est pas à Guérande ou qu'on n'est pas je sais pas où, sur les bords de Loire. Et donc, ce qui nous semble important et qu'on traite dans beaucoup de projets qu'on réalise, c'est cette vue aussi quand on rentre. Là, oui, on traite un peu l'ambiance, on est un peu dans un endroit plus sombre, ici, entre les 2 bâtiments. Et dès qu'on ouvre, on a ces perspectives qui permettent de voir aussi la nature rapidement et qui font respirer, en fait. On offre des vues vers ce qui nous paraît essentiel aussi, c'est cette confrontation pierre, minéral, nature. Qui est vraiment mis présente dans tout le site. Donc voilà, c'est vraiment un détail de l'ambiance des chambres. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas être claustrophobe peut-être. Hein. On s'est posé des questions avant de le réaliser. Hein. Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que ça allait pas? Et finalement, les gens dorment très bien a priori. Même, et on a essayé vraiment d'être le plus épuré possible dans l'aménagement. Il y a beaucoup de choses qui ont été fait en relation avec les maîtres d'ouvrage, la décoration, les luminaires, ça, on en a discuté beaucoup. On a vraiment essayé d'être au plus épuré pour mettre en avant la pierre et la charpente et tout ce qui existait. Alors, il y avait des magnifiques choses qu'on a gardées sur place, ces paliers là, qui sont entre chaque sou. Et sur les entrées, on a aussi voulu matérialiser la différence entre la partie neuve et la partie existante. On aurait bien voulu retrouver des dalles en ardoise à mettre au sol. On n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait. On a dû remettre du carrelage quand même qui reprend la même teinte. On peut même se dire que le cochon n'était pas si mal logé à l'époque. Donc voilà, quelques autres détails. C'est pas y a pas c'est un projet extrêmement grand, donc il n'y a pas 10 000 photos non plus à regarder. Mais c'est vraiment ce qui nous donne vraiment de la qualité et ce qu'on essaie de trouver dans beaucoup de projets, c'est ce grain, comme on disait, ces petits éléments, ce patrimoine et qui passe par la fabrication de ce loquet, par l'agencement de ces planches. Qui sont super intéressants en fait à garder et qu'on ait cette vision tout le temps et qui nous ramène donc à un territoire en fait, qui donc nous met tous en relation les uns les autres. Donc voilà, là on est dans la partie des chanceux, des mariés qui ont une chambre un peu au-dessus comme une cabane avec une fenêtre horizontale qui permet aussi de voir ce paysage quand on est allongé. C'est assez optimisé, hein. On est sur des volumes restreints parce qu'on était très restreint, on s'est restreint nous-mêmes en gabarit, mais j'aime bien ce genre de volume là amène aussi
une ambiance un peu gîte, parce qu'on a souvent des photos de gîte où il y a des combles aménagés au maximum sous des trucs. Alors on est un peu là-dedans. Alors quelques photos de chantier. Alors la chance quand on se fait un chantier comme ça, c'est qu'on a des fois des superbes lumières sur des murs en pierre. Je fais une fixation là-dessus, mais je suis vraiment un fan de la pierre. J'aime beaucoup ça. Il y en a, c'est la terre. Moi, vraiment la pierre me plaît beaucoup dans tous les projets. On rêve de faire vraiment de reconstruire en pierre. Enfin, dans notre agence en tout cas, on sait que ça va pas être facile. On voit des détails là de gouttières encastrées dans le sol pour justement qu'on ne les voit pas dans le bâtiment. Là aussi, on fait des entraves au DTU, mais on se l'autorise. On a... oui, l'ossature-bois, j'insiste aussi, parce qu'on sait qu'on construit il y a 95% d'ossature-bois, avant de passer à la pierre plus tard. On a vraiment plaisir à travailler cette matière, en tout cas une odeur déjà sur les chantiers. Et il y a des relations avec des charpentiers qui sont très précieuses, très précises. J'aime beaucoup les maçons aussi, mais je trouve que la charpente a une plus-value. Il y a un confort. Et on avait aussi un intérêt d'utiliser de la charpente, c'est que, comme je vous disais, c'est un projet qui date depuis longtemps. Et cette partie-là, on a dû la caser entre 2 saisons finalement, puisque c'est un centre qui fonctionne sur des saisons estivales. Donc on a commencé le chantier en septembre pour le terminer, voire même en octobre, pour le terminer en avril. Donc c'est vrai que pour le coup, là c'était court, mais on avait cette contrainte d'ouverture en avril, avec plus l'échéance approchait, plus les futurs mariés passaient sur le site, et on voyait leur mine décomposer quand ils voyaient que le chantier n'avait pas de toit, qui se mariait dans un mois. Mais ça l'a fait, tout s'est bien fini, on a réussi à livrer dans les temps, et notamment la charpente nous a fait quand même gagner pas mal de temps de chantier. La charpente aussi, on a travaillé la toiture en caisson, en chevron porteur, ce qui nous a permis, ce que vous avez ici, de faire justement ces combles sans ferme traditionnelle. Vous voyez, on n'a pas de pièces de bois en travers pour tenir la charpente. On a vraiment libéré au maximum en utilisant ce qu'on appelle des chevrons porteurs, dans lesquels on vient remplir d'isolant ensuite, et qui permettent d'avoir aussi des 30 ou 40 cm d'isolant parfois. Donc on met 30 plus 10 en dessous. Enfin, je ne sais pas vous. C'est assez, voilà. Sur l'ensemble du chantier, on doit être en laine de bois de mémoire. C'est ce qu'on fait traditionnellement sur la plupart de nos chantiers. Donc voilà, c'est un peu, ce sont des réflexes, je pense, qu'on a maintenant. Et c'est vrai que on a du mal à imaginer faire autrement. On a encore des fois des obligations, des gens qui nous redemandent des matériaux beaucoup moins sympathiques, mais l'économie aujourd'hui des projets fait aussi que des fois on n'a plus les moyens de dire non, mais c'est bien dommage. Mais on essaye d'appuyer à chaque fois dans ce sens, dans le sens des matériaux biosourcés en tout cas. Donc voilà, cette vue qu'on a maintenant ici, là, en arrivant sur le site, a priori c'est un lieu qui fonctionne bien. Donc comme je vous le disais, c'est un lieu qui fonctionne de pair avec la salle d'activité. La salle de séminaire. Donc elle n'est pas. Ils ont du mal à accueillir des touristes puisqu'ils travaillent du vendredi au lundi, donc ils peuvent difficilement accueillir des gens à la semaine finalement. Mais ils accueillent de temps en temps des travailleurs du secteur, quelques personnes qui se rapprochent de leur famille aussi ponctuellement. Et c'est surtout voilà, ça fonctionne plutôt bien dans le sens où ils ont un taux de réservation, je crois qu'ils doivent être sur un an et demi avant Covid. Bien sûr, ça a énormément joué ces dernières années. Mais bon, après, c'est les demandes sur les zones sur les salles de mariage qui fait aussi qu'il y a une forte demande. Je reprends juste quelques notes que j'avais dit. Je me dis, il faudrait que j'en parle à la fin quand même. Oui, je voulais juste conclure, mais c'est-à-dire que le souci de bien faire des choses, voilà, c'est vrai que cette rencontre, c'est une maîtrise d'ouvrage que je connais maintenant très très bien, parce qu'on a eu d'autres projets avec eux, on a fait leur maison, on a fait une autre maison pour eux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier avec
de rencontrer des gens avec qui on crée des liens, hein, je pense que, et avec qui, en général, ça se passe très bien. Et du coup, c'est des gens, c'est comme un médecin de famille maintenant. On les voit dès qu'ils ont un projet, ils nous appellent, et c'est super agréable, c'est super confortable. Et il y a une relation de confiance qui s'est créée entre nous. Enfin, et moi, j'espère. mais c'est très bien. Et ils étaient quand même omnibulés par le fait de bien faire les choses dans les règles, ce qui n'est pas si commun finalement dans les gîtes, parce qu'on voit un peu de tout, effectivement, comme tu le disais. Et du coup, ce souci de bien faire les a rapprochés de nous, de chez nous, de notre agence, parce que pour suivre des réglementations, pour pas être embêté. Et je pense que cette posture, elle mérite d'être mise en avant. C'est très bien, parce que c'est rare, c'est précieux. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment ce réflexe peut être plus important sur l'intervention d'un professionnel, un architecte en l'occurrence, dans la création de ce type d'endroit. Quand on voit quand même, je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'endroits où un architecte est consulté. Parce que aussi, dès qu'on rentre dans des contraintes, c'est très compliqué, hein, on sait bien. Donc on voit beaucoup de choses qui sont faites à l'arrache. Enfin, j'imagine, je n'ai pas la vision globale, mais on le voit. Et je pense que l'intervention, les pouvoirs, les locaux, les encadrements locaux, politiques notamment, les élus et les équipes qui existent, ont possibilité, il doit y avoir un système pour qu'on intervienne avant. En fait, le CAUE fait déjà une sensibilisation importante à ce sujet-là, mais on ne peut pas appliquer des règles générales à des endroits particuliers comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un travail des architectes à venir peut-être identifier avec le patrimoine, voir ce qu'on peut y faire, voir si on peut faire un gîte ou pas, voir ce qu'on peut faire de ce site, mais vraiment en amont avec les communes, avec toutes les équipes qui existent et tous les protagonistes en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie question là-dessus, qui ne sera pas résolue ce soir, mais qui mérite d'être mis en suspens. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. Super. Du coup, je suis étudiant en architecture d'intérieur et je me pose la question parce que là, vous parlez de la finalité de vos projets et tout ça, de la méthode dans laquelle vous pensez tout ça. Parce qu'il y a des recherches que vous faites, mais comment vous appliquez, quelle méthode vous appliquez en fait pour arriver à de si belles réalisations et à des pratiques aussi intéressantes? Alors je ne sais pas s'il y a une méthode, hein, bien sûr que non, je ne pense pas. On a tous notre sensibilité, notre manière, notre parcours qui nous a conduit à penser d'une certaine manière, enfin, j'imagine. C'est vrai que nous, au sein de l'agence, on travaille beaucoup, on passe beaucoup par le dessin à la main déjà, parce que ça permet d'avoir cette liaison directe avec le papier, c'est de produire aussi, d'échanger avec la maîtrise d'ouvrage. On essaye de mettre des mots aussi, des mots sur les... Alors ça c'est pas trop vu parce que j'ai tendance à bafouiller, mais on essaye de mettre des mots précis pour essayer d'établir des choses simples en fait. Et quand on parle de ça, qu'on a ces mots simples, c'est assez restreint et que ça nous aide à définir une ligne de conduite. Et je vous dirais même, nous, en ce qui concerne ce projet, on avait mis le dessin en base aussi, enfin on avait mis des mots assez simples qui nous servent, comme je disais, qui nous ont servi de ligne de conduite. Et une fois qu'on a mis ces mots en place, ça se déroule assez bien en général. On échange et la maîtrise d'ouvrage aussi les prend et les adopte. Et voilà, nous on passe beaucoup par l'écrit et ensuite par le dessin en fait. Alors, je sais pas si... C'est à peu près similaire. Alors, c'est peut-être lié à nos écoles différentes, je sais pas. Mais moi, j'ai une méthode, c'est beaucoup la maquette et le dessin. C'est-à-dire que pour éviter la déconnexion de la souris et de l'écran, j'ai besoin de redonner une échelle à ma main quand je dessine. Donc, j'ai besoin d'un crayon, j'ai besoin d'un calque et j'ai besoin d'un cutter et de mousse. Et je découpe et on avance comme ça. Une des premières images d'ailleurs de la présentation, c'était une petite maquette. Un processus itératif, c'est-à-dire faire des allers-retours en gardant tout le temps à côté l'écrit du diagnostic et de l'état
des lieux, et des contraintes subies et des contraintes choisies qu'on s'est données. Et c'est un aller-retour après avec le client. Et la maquette et le dessin sont d'excellents moyens de support pour l'appropriation pour le maître d'ouvrage. Donc voilà. Puis après, on affine dans le détail. Voilà à peu près comment répondre à cette question. Alors, moi, donc Coralie Devéry, la propriétaire avec mon mari des Gîtes du Bois Brûlé qui s'appellent Bâbord et Tribord quand ils sont loués séparément. Et moi, je me suis plus occupée de l'intérieur où on n'avait aucun budget. Donc, puisque vous êtes étudiant en décoration d'intérieur, il n'y a pas plus de 2000 € de budget de mobilier. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout le temps amené des documents à Mathieu comme des recherches iconographiques, en fait. Comme j'ai une formation d'histoire de l'art, j'ai été dans les médiathèques de Saint-Nazaire, Guérande, et j'ai pris tous les livres que je trouvais, art et tradition populaire, matériaux. J'ai beaucoup été chercher dans ce qui était Scandinavie, voilà. Et en fait, j'ai pris ma photocopieuse et j'ai photocopié. Mais vraiment, comme quand j'étais à l'école du Louvre, où je photocopiais pour dater un objet ou quelque chose, et j'en ai fait des liasses en fait, et donc Mathieu avait le droit à des séances de ça m'inspire, cette couleur, ce matériau, moi j'ai fait ça de mes mains, mon mari travaille le bois comme ça, tel artisan il va travailler le matériau comme ça, et ça je voudrais voir comment ça se fait, je voudrais que parce qu'on a 3 garçons, voient comment on fait du chaud chanvre, comment on brûle du bois, enfin voilà. Et en fait on a tout le temps fait ces interactions en permanence, et vraiment le maître mot c'était de jamais céder à la tentation du facile. Voilà, c'était que il y avait ce qui était déco, et nous on voulait quelque chose de plus intemporel, enfin vraiment dans le savoir-faire. On a habité en Roumanie en plus, donc on est beaucoup allé en campagne, d'où aussi le fait de faire un gîte, et un gîte de France, enfin dans le côté rural. Et il y avait vraiment cette appétence de mettre en relation le travail local, la manière de travailler, la manière de vivre, et d'aller chercher aucun matériau de manière lointaine. Que ce soit le parquet de chêne, il vient du nord de Rennes. On est allé chercher dans une toute petite un tout petit pas menuisier, c'est un... Voilà, dans une scierie. Et on a vraiment été choisir le chêne qui nous plaisait, brut, très épais, qui a 3 largeurs différentes, qui faisait que le coût était moins élevé automatiquement. Et en permanence, on a été dans cette recherche de la qualité du matériau, mais qui était en relation avec la qualité du travail de l'artisan. Mais que ce soit l'électricien ou quelque chose, entre guillemets, de plus noble, quoi. Voilà. Mais moi, ma grosse recherche, c'était l'iconographie. Et je pense que c'est comme aller dans les musées, voir les œuvres d'art. Et ben moi, je suis allée voir les intérieurs, les matériaux. Mais ça m'a coûté rien du tout. Hein. C'était des livres de médiathèque ou de... Voilà. Et puis, j'ai beaucoup surfé sur le web aussi, parce que en surfant... comme une dingue, on tape un mot, on regarde les photos, et on arrive à voir si c'est un gros revendeur ou si on tombe dans une toute petite scierie où le gars il fait son petit travail à l'ancienne. Donc le parquet de chêne, il vient d'une toute petite scierie complètement extraordinaire au nord de Rennes, et le bois d'extérieur, c'est parce que je cherchais des tables d'extérieur comme dans les aires d'autoroute, quoi. Et pour avoir le droit d'être livré pour les tables, il fallait que je commande énormément de bois. Alors j'ai dit, bah ça tombe bien, puisqu'on fait des gîtes en bois brûlé, et le bois vient d'une scierie de Besançon. Donc tout est complètement local. Et après, en aménagement intérieur et mobilier, c'est du Secours populaire qui a été chiné pendant 2 ans. Voilà. De façon très intense, qu'on a mis dans notre maison pendant 2 ans. Et vraiment, j'y allais au coup de cœur, et je me disais, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose, quoi. Et après, c'est plutôt l'objet qui a trouvé sa destination, plutôt que moi qui me suis dit, oui, je voudrais des lampes comme ça parce que c'est in en ce moment. Non, c'est un peu comme quand vous faites un voyage dans un pays, vous allez dans telle ville, vous rencontrez telle personne. Moi, j'ai rencontré tel meuble, tel objet, et donc il y est allé. Voilà, c'est ça qui a créé l'opportunité. En fait, c'était très opportuniste. Et puis au niveau financier, c'est très intéressant. Voilà. Après, juste pour conclure, c'est assez facile quand un maître d'ouvrage t'apporte des références d'Alto, Cisa, voilà. C'est agréable aussi. Moi, je suis architecte aussi. Et je travaille à 10 km de chez vous, d'ailleurs. Mais j'avais une question un peu moins poétique, si je peux me permettre.
Quand vous accompagnez des maîtres d'ouvrage dans ce genre de projet, on est entre le particulier et le professionnel. C'est des opérations qui se financent souvent en fonds propres. Est-ce que vous accompagnez en tout cas les gens pour voir le potentiel de, entre guillemets, je vais être trivial, mais de rentabilité de la chose et de savoir, parce que l'argent c'est aussi le nerf de la guerre dans notre métier pour pouvoir réaliser de belles choses. Alors pas tout le temps, on peut chiner, on peut faire plein de choses, mais est-ce que, oui, dans votre étude, vous essayez de voir avec le maître d'ouvrage jusqu'où vous pourrez aller pour établir un budget, ou est-ce que c'est quelque chose de prédéterminé, un petit peu comme un client qui construit sa maison? J'ai coupé court dès le début. J'ai donné l'adresse d'un expert comptable et on m'a dit qu'il y en avait déjà un là. Non, on a un devoir de conseil, mais mettre le doigt dans cette question-là, ça voudrait dire que la rentabilité, elle présuppose être liée à la qualité du projet, même si on est d'accord, à la fin, ça peut être lié. C'est un pari, c'est un risque que je ne peux pas prendre. Mais non, moi je suis pas capable. Pour répondre à la question, adresse expert comptable. Voilà. Je ne suis pas non plus, donc ça me rassure. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. C'est le fonctionnement, la rentabilité du fonctionnement du... Tout simplement, est-ce que vous incluez le fait que cet ouvrage va apporter de l'argent, contrairement à la maison, pour délimiter le budget ou pour les mettre d'ouvrage de certains investissements? Alors c'est vrai que moi c'est pareil. En général, voilà, il y a des personnes dont c'est le métier qui le font très bien. Après, oui, sur le projet lui-même, on est forcément amené à établir un budget à un moment donné, forcément, pour savoir où est-ce qu'on va. Sachant que la problématique souvent qu'on rencontre de plus en plus, c'est que les projets durent très longtemps et que, on le sait tous, établir un budget un an avant un chantier, c'est plus très viable, quoi. Donc c'est vraiment là une grosse difficulté. Donc tout ce qu'on a beau calculer, beaucoup de choses, tout est relatif et c'est vrai qu'il faut essayer de sensibiliser le maître d'ouvrage à cette question-là aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir un projet assez cohérent. Enfin, c'est évident, mais des fois nous on sait qu'on a une volonté, un plan qui marche bien et on le fera avec les matériaux qu'on pourra avoir à ce moment-là, avec le budget qu'on aura à ce moment-là. Et c'est facile à dire comme ça, hein. C'est pas facile toujours, mais il faut avoir du recul et il faut avoir cette flexibilité pour s'adapter au contexte économique, quoi. Nous, on a acheté cette parcelle qui fait 500 mètres carrés, donc le prix du terrain est très élevé à Guérande. Donc déjà, esthétiquement, c'était pas beau, cette petite maison coincée dans un angle, parce qu'en fait, c'est la fin d'une longère, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, nous, on empruntait tout à la base, hein, c'est 15 ans d'endettement. Donc, tout de suite, vous allez voir un expert comptable, hein, parce qu'il faut bien qu'on sache quand même où on va. Et puis, pour rentabiliser, étant donné le prix d'une semaine de location, ce qu'on savait déjà, parce qu'on avait déjà un petit gîte de France avant, donc on s'était déjà fait la main 3 ans, on voyait à peu près combien on gagnait en une semaine. On savait aussi qu'il fallait pas être à plus de 5 personnes, parce que qui dit une famille ou un gîte à 10 personnes, par exemple, ça s'abîme plus parce que c'est 2 familles qui vont venir ensemble. Donc voilà, il y a plein de choses voilà. Mais donc on a construit une deuxième maison parce que la seule manière de rentabiliser en 15 ans d'endettement, enfin de rembourser notre emprunt, c'était 2 maisons. Mais esthétiquement, voilà, ça vaut le coup parce que c'est bien plus beau pour moi maintenant avec 2 maisons sur la parcelle, c'est plus équilibré. Mais la première raison, c'est financier, c'est pour rembourser. Voilà. Donc ça veut dire 2 départs et 2 arrivées le même jour, hein. C'est moins facile qu'un départ et une arrivée. Voilà. Oui, la rentabilité, c'est quand même un point clé et important dans le cadre d'un projet de gîte et de chambre d'hôte. Il faut bien le travailler. C'est ce que je dis toujours à mes porteurs de projets. Travaillez bien votre projet, mais dans tous les sens, hein, d'un point de vue, voilà, et faites des études, appuyez-vous, faites des études de marché, analysez les concurrents, enfin voilà, parce que on peut pas faire des gîtes et des chambres d'hôtes partout. Il faut comprendre un petit peu là où on s'installe, et puis
Et puis oui, l'enjeu de l'investissement aussi, surtout à cette période-là, la recherche de foncier et l'engagement financier que ça inclut derrière. Voilà, la rentabilité d'un gîte, je le disais tout à l'heure avec le pourcentage de 56% de taux d'occupation à l'année. Alors c'est lissé sur la Loire-Atlantique, forcément il y a des secteurs qui sont un peu plus intéressants en termes de taux d'occupation, mais c'est à bien à prendre en compte quand on ouvre un gîte ou une chambre d'hôte. Voilà. Et c'est l'implication financière, c'est un point clé dans le projet de création ou de développement de son activité. Voilà. Oui, nous, ce que nous avait précisé l'expert comptable, c'est que des gîtes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Donc il faut sortir du lot, en fait. Et du coup, nous, on avait envie que ce soit ludique. Parce que bon, c'est sympa, hein, le service à la personne, accueillir les gens, merci, au revoir, bonjour et tout, mais c'est du boulot, c'est contraignant. Les poubelles oubliées, c'est pas marrant du tout. Voilà. Donc nous, le jeu qu'on a eu avec Mathieu, c'est qu'on a 2 gîtes, mais réunissables en un seul. Donc ça veut dire qu'on a 2 familles amies qui louent par exemple, ou grands-parents, enfants, petits-enfants qui viennent. Et en plus, qu'on n'a pas précisé Mathieu, c'est qu'on a l'accessibilité handicapée en fait en bas. Donc moi je travaille beaucoup avec les IME, les instituts médicalisés, pour des transferts de 3-4 jours. Donc on a en plus ça. Ce qui fait que moi, je travaille avec les touristes. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est amusant. Les gens sont fatigués, ils arrivent de la ville. Nous, on est toujours en forme parce qu'on est à la campagne, au bord de la mer. Donc on absorbe tout comme des papiers buvards. Mais c'est pas superficiel, mais voilà. Donc les IME, c'est très intéressant. Hein, des adultes handicapés qui vont en transfert pour 3 jours, voir le bord de mer, ça touche automatiquement. Et puis, nous, on a eu aussi un montage financier. On est en SCI familial, mais on a un montage qui fait qu'on peut le louer aussi pour faire des cours de cuisine ou moi je voudrais plus tard pouvoir exposer des artistes vivants. Voilà, donc en fait tout est modulable à l'intérieur, on n'a pas eu le temps de le voir, c'est-à-dire que les meubles sont escamotables très facilement et on se retrouve avec un lieu d'exposition et avec des fenêtres intérieures carrées dans lesquelles vous pouvez vous asseoir un peu à la méthode scandinave. Voilà. Donc, ce que nous avait dit l'expert comptable, c'est sortez du lot, ne faites pas que des gîtes et apportez quelque chose d'autre qui fait que moi, je tourne pratiquement 90% de l'année, j'ai du mal à fermer maintenant. Donc, voilà. Donc, parce que le secteur est difficile. Et puis, une autre chose, parce que moi, je trouve ça important de le dire. Moi, je ne suis que Gîtes de France parce que les salariés de la centrale, des Gîtes de France sont en France, sont en Loire-Atlantique. Donc, on rémunère des gens localement. Et je ne céderai pas. Et si jamais je devais céder pour être Airbnb, j'arrête mon activité parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, le réinvestissement, il est local en permanence. Comme les gens qui nous ont aidés à faire le gîte sont des locaux, des gens du village. Tout le monde y a mis la main à la pâte. Parce qu'on avait un budget vraiment très limité pour ce qu'on a fait, quoi.